Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir sur ce plateau les responsables des associations musulmanes du pays qui ont suivi la grande interview du chef de l'État et qui souhaitent donner leur point de vue sur ce qu'ils ont retenu des thèmes développés par le président de la République, Abdraman Tchani, dans cet entretien qui a duré plusieurs heures. Nos invités sont Dr Youssou Moukela, secrétaire général de l'Association islamique du Niger, Imam Mansour Jibril, imam adjoint de la Grande Mosquée de Niamey, professeur Mustafa Ousmane Azoumi, recteur de l'Université franco-arabe à Tadoum, et M. Alou Hamamaïga, secrétaire chargé des relations avec les partenaires du Comité national de dialogue inter- et intra-religieux. Chers invités, bonsoir et merci pour l'honneur que vous faites à Télécel d'être les invités du grand débat où vous allez vous exprimer sur la grande interview que le chef d'État a bien voulu accorder à la radio et télévision du Niger. Quelle appréciation faites-vous de la grande interview du président de la République, Abdraman Tchani? Quels sont les sujets qui ont retenu votre attention lors de cette interview du chef de l'État? Quelles leçons faut-il retenir de cette interview du président de la République? Quelle attitude doivent avoir les populations qui ont suivi les propos du chef de l'État lors de cet entretien? La réponse à ces différentes interrogations dans ce débat. Pour entamer cette émission, quelle appréciation faites-vous de la grande interview du chef de l'État? Docteur Youssou Moukela, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Merci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous nos remerciements d'abord à vous, notre frère Abdoulaye Tchemago, et donc pour ce courage et pour ce travail infatigable que vous êtes en train de mener et depuis l'arrivée ou depuis les événements du 26 juillet 2023, donc au profit de la population du Niger et au-delà, au profit de l'AIS. Merci une fois encore. Ce qu'on peut retenir pour cette grande interview du président de la République, ça nous rappelle un verset coranique où le Tout-Puissant Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Il faut rappeler aux gens, le rappel est vraiment nécessaire pour tous les musulmans, pour tous les croyants. Donc c'est un rappel. La sortie du président de la République, la sortie vraiment a suscité beaucoup de réactions au niveau de la population, au niveau de tous les peuples, surtout africains d'ailleurs. Parce que sa sortie est une leçon et il est en train de devenir une école, et une école vraiment pour les gouvernants de la sous-région. De la sous-région, ok. Et une école où il faut sortir pour rencontrer les populations et les écouter directement. C'est ça. Et il faut revenir faire des analyses, les rappeler de ce qui s'est passé et du présent et de ce qui est en train d'être dessiné. Et vraiment, cela c'est une grande école. Nous pensons que si on continue de cette façon, Inch'Allah Ta'ala, la refondation est en bon train. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on peut dire dans un premier temps. Merci beaucoup. Imam Mansour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aussi sur le plateau. Quelle appréciation faites-vous de cette grande interview du chef de l'État? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Merci Monsieur Tchemago, merci à Télé Sahel qui à chaque fois, en tout cas, ne cesse de faire appel à nous. Oui, bien sûr. À chaque fois que c'est nécessaire, de venir nous exprimer sur les questions d'intérêt général. Et merci aussi de contribuer à casser ce mythe, ce mythe qui consiste à penser que la place du religieux, c'est dans la mosquée, c'est uniquement au niveau des baptêmes, des mariages ou décès. Et donc les leaders religieux sont aussi une partie de la population. On les a vus depuis le 26 sur le terrain. Hein. Exactement. C'est ça qui nous motive à les convier chaque fois quand on a l'occasion pour s'exprimer sur les questions nationales. Tout à fait. Donc, qui ont également leur point de vue, qui ont leurs commentaires et analyses sur les questions touchant en tout cas la nation. Tout à fait. Pour revenir à la question
Cette sortie, effectivement, notre appréciation par rapport à la sortie du chef de l'État, c'est, j'allais dire, un exercice à saluer. C'est un exercice, je pense même, qui est en train de faire école. Dans la sous-région, parce qu'à chaque étape de notre marche vers la souveraineté de notre pays, le chef d'État sort pour donner sa lecture des faits, pour également apporter en tout cas des clarifications par rapport à des zones d'ombre, par rapport à, il faut le dire, nous sommes à l'ère de la technologie, où les rumeurs, où la désinformation, en tout cas, quelque part fait loi, qu'on le veuille ou pas, ils ont quand même une certaine, on va dire, ascendance sur ce que nous consommons comme actualité. C'est juste. Et donc, pour en tout cas rétablir la vérité et pour ouvrir en tout cas l'esprit des Nigériens et au-delà des Africains par rapport aux enjeux en tout cas de l'ère. Nous pensons que en tout cas c'est à saluer à juste titre et que on doit continuer en tout cas dans ce sens-là. Dans ce sens. Inch'Allah. D'accord. Merci, Maman. Professeur Moustapha, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau de débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Quelle appréciation faites-vous de la grande interview du chef de l'État? Bonsoir, M. Abdoulaye. Aouzubillahi samil alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya imam al-mursalin. سيدنا وحبيبنا وقائدنا إلى جنة النعيم بإذنه تعالى محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Merci beaucoup Abdoulaye pour nous avoir invités sur ce plateau. Je remercie également la télé nationale qui ne cesse vraiment de faire beaucoup d'efforts à travers votre personne quand même pour édifier le public nigérien et surtout sur des grandes questions et sur la nation. La nation, c'est ça. Et je vous remercie pour cela. Et mon impression, en tout cas, par rapport à l'intervention du général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, et que vraiment, on voit que c'est une première fois, en tout cas en Afrique, je dirais pas en Afrique occidentale, mais en Afrique tout entière. Parce que le président de la République des Africains, très rarement on les voit sortir en tout cas pour donner une explication au peuple. Quand il s'agit vraiment de grandes questions de la nation. Bon, voilà que notre président sort à chaque fois qu'il est nécessaire en tout cas pour nous donner, nous édifier en tout cas sur des grandes questions qui a trait à la nation. On voit ça là, c'est très important. Et il y a un exemple, par exemple, dans l'histoire des califes musulmans. On voit que le premier calife, le deuxième calife, même le troisième et le quatrième calife de l'islam étaient très proches de la population. À chaque fois qu'il y a en tout cas un problème concernant la société musulmane, ils sortent pour édifier en tout cas et le peuple. Et voilà que nous trouvons aujourd'hui un président qui est en tout cas capable, qui prend son courage, parce que c'est vraiment un courage. On n'a jamais vu de président de la République qui font pareil. Donc c'est un courage parce qu'avant, les gens avaient peur d'être assassinés, d'être... en dénonçant. Voilà, en dénonçant. Voilà que notre président sort pour dénoncer, pour dire... Et qu'au départ, les gens croyaient que c'est pas... Et avec précision. Et parce qu'à la fin, les gens ont constaté que tout ce qu'il a dit, c'était vraiment une vérité. Une vérité. Et que voilà, maintenant, pas au niveau national, même au niveau international, il est vraiment apprécié et que ça nous fait honneur que notre président est en train de défendre en tout cas la cause africaine. Et la cause noire, si on peut le dire. Et quand on viendra en tout cas ensuite sur des questions, on va approfondir sur beaucoup de points. D'accord. Merci, professeur Moustapha. Je vous en prie. Monsieur Aloumega, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Qu'est-ce que vous ajoutez votre appréciation de la grande... L'appréciation, c'est que bon, pendant le peu de laps de temps qu'on a vécu dans ce pays-là, je me rappelle qu'à chaque président a sa manière. À sa manière, ok. Or, maintenant, nous constatons qu'il y a un deuxième président qui est sur les bonnes voies
du premier, le seul qu'on avait eu jusqu'à présent, qu'on ne cherche pas à oublier, c'est le feu général Sékou Touré. C'était au palais de congrès qu'il avait l'habitude de réunir tous les cadres pour discuter. Et il avait l'habitude de dire à M. Lesteno, et c'est en famille ici, il ne faut pas que ça soit sur les ondes. On débat du tout. Vous vous rappelez toujours de cette période? Je me rappelle de cette période, et c'était une période très, 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 très fructueuse, où on n'avait pas, comment dirais-je, peur de dire au président ce qu'on a comme demande de renseignement, et il donnait toutes les informations requises. Et nous voyons un deuxième personnage également, le général d'armée Tchani, qui emboîte le pas Esquino, qui cherche même à dépasser ce que l'autre faisait. Puisque lui, ici, actuellement, aussi que ce soit dans le domaine de la sécurité, le domaine de, comment dirais-je, de fonctionnement de l'État, dans le domaine de développement du pays, la santé, l'éducation, tous les sujets, rien n'échappe. Rien ne laissé au hasard. Et tout est dit clairement de la manière la plus précise et la plus correcte qui soit. Et ce n'est même pas au Niger, dans les trois langues, et même en Peul. Même un peu. Il faut l'ajouter. Et puis, ce n'est même pas, quand vous écoutez, ce n'est même pas les Nigériens qui apprécient maintenant, c'est les autres populations, les Béninois, les Ivoiriens et autres qui disent que vraiment votre président là, il n'y en a pas deux en Afrique, comme le dit le professeur tout de suite. Et, ils sont à la tête du combat de tous les Africains. Au lieu d'être celui du Nigérien seulement, ils englobent toute l'Afrique même pour chercher à défendre. Alors c'est vraiment à apprécier et à encourager. Que Dieu guide ses pas, Inch'Allah. Merci. On va avancer. Et, docteur, quels sont les sujets qui ont retenu votre attention? Parce que le président, vous l'avez dit, il a développé plusieurs sujets sur la vie de la nation, la diplomatie, la sécurité et les questions économiques et tout. Quels sont les sujets qui ont retenu vraiment votre attention? Merci beaucoup. Cette interview, moi je place ça sur 3 volets. D'accord. D'abord, premier volet, le président de la République a démontré par A plus V sa maîtrise de ce qu'on appelle la géopolitique mondiale. D'accord. Il touchait aux points sensibles qui font trembler donc les ennemis de la nation, qui font trembler l'Occident, qui font trembler ceux qui veulent tout le temps être, qui profitent de nos ressources. Oui, tout à fait. Et il les a placés dans leur place, et il les a démontrés par A plus B, et on les a vus. Donc il les a, entre parenthèses, mis nus. Voilà, donc ça c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est qu'il y a l'aspect historique. Le président de la République, par cette sortie, a démontré effectivement qui sont les Nigériens et qui ne sont pas les Nigériens. Et qu'ils connaissent le Niger lui-même. Et qu'ils connaissent le Niger profond. Et vraiment, toutes les ethnies au Niger se sont concernées. Et il a pu placer... On a vu, le rappel depuis Difa jusqu'à Tillabéri. Il a pu placer tout le monde. Voilà. Tout le monde. Il a démontré effectivement qu'il connaît l'histoire de tout le monde. Et c'est vraiment une histoire vraie. Et c'est parce que tout le monde a senti qu'effectivement, ce qu'elle a dit, c'est ça la réalité. C'est ça. Donc, c'est à la fois assurer ou rassurer les gens qui sont dans leur pays et qu'ils doivent prendre donc le courage vraiment de défendre leur pays. Troisième et dernier volet que j'ai en train de voir, c'est-à-dire regarder les techniques que le président de la République a utilisées. Le temps. Et ce n'est pas sur des papiers qu'il faut calculer 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ou réfléchir pour que l'autre ne dise pas... Non, non. C'est vraiment ce qu'on appelle en arabe... comment on appelle ça en arabe? C'est-à-dire que c'est d'une manière directe. Sans se référer à un discours que quelqu'un va écrire pour pouvoir éviter ou ne pas tomber. Non, non. C'est vraiment d'une manière directe. Donc, ce qu'il sent, ce qu'il voit, ce qui est la réalité, c'est ce qu'il est en train de dire. Cette technique-là, ce n'est pas permis à tout le monde. Et les grands historiens de ce pays, les grands historiens de l'Afrique ont compris que vraiment ce n'est pas
un homme ordinaire. Ouais. Donc le président de la République du Niger a démontré effectivement que cette Afrique appartient aux Africains. Aux Africains. Et à travers donc cette sortie, et surtout vraiment il fait fierté, la fierté. De tous les Nigériens et de tous les Africains. D'accord. Donc tout ce qu'il a pu toucher comme l'économie, l'histoire, oui, et la sécurité, vraiment c'est sincère. C'est quelque chose qu'on peut toucher à la main et que personne... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un débat contraire. Ouais. Ce qu'il a dit, c'est une confirmation Qui est là. et que les gens étaient tous d'accord. Et personne ne peut dire le contraire. Le contraire. Oui, parce que vraiment, c'est la réalité. Et la réalité crue. Et de sa tête, la réalité crue. Et regardez avec les dates de précision, dates précises, hein, les voilà, noms, les endroits, etc. Ouais, bien sûr. Ça, même quelqu'un qui va au bac, ça va être difficile. Ah oui. Alors que depuis... Ouais, donc vraiment, c'est quelque chose de très exceptionnel. Exceptionnel, oui. Nous devrons tous, les Nigériens surtout, remercier Dieu, Allah le Tout-Puissant. On l'a dit depuis, voilà. Être fier de ce président et remercier Allah qui nous a choisi quelqu'un, vraiment pour cette fois, qui va, Inch'Allah Ta'ala, nous sortir de ce programme dans lequel nous sommes en train de vivre. Parce que rien que ce qu'il a fait dans cette sortie-là, je pense que beaucoup d'ennemis sont tombés. D'accord. Parce qu'il les a désignés, on les a vus dans leur case, dans leur trou, donc ils sont là. Comme on dit en germain, donc il nous a tout montré. Tout montré, ok. Voilà, donc vraiment en réalité, donc, nous remercions Dieu et qui nous a choisi donc, ce présent et que tous les Nigériens doivent être derrière. Et afin de pouvoir vraiment aller très loin et concrétiser cette refondation au grand bonheur de la population du Niger. D'accord. Merci, Dr. Sou. Oui, Imam Mansour, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les sujets qui ont retenu votre attention? Oui, merci bien. On l'a dit, on l'a tous dit, la sortie du chef de l'État, je pense que rien n'a été laissé au hasard. Rien n'a été laissé au hasard. Il a touché à tous les aspects socio-économiques, on va dire même culturels, historiques, etc., de la vie de la nation. Parmi les choses qui ont, en tout cas, capté mon attention, je dirais naturellement, c'est la question sécuritaire. Où des détails ont été fournis, des informations ont été données, les efforts que nos vaillants soldats des FDS sont en train de fournir sur le terrain, les précisions avec lesquelles le chef de l'État donner les informations. Masha'Allah, quelqu'un a dit... Sur les tentatives de déstabilisation, effectivement, qui sont régulièrement menées. Effectivement, l'attaque de l'aéroport international de Niamey. Et quelqu'un l'a dit, il a dit quand on donne une information avec de telles précisions, c'est que ça ne peut pas être un mensonge. Oui, bien sûr. Si c'est quelque chose qui a été concocté, on le saura, ça va se savoir. Mais c'est pour dire que ce sont des informations maîtrisées. Ce sont des informations en tout cas maîtrisées qu'il a mis à la disposition de nos peuples pour que ça serve de leçon. Pour qu'on sache où est-ce qu'on va, pour qu'on sache quelle attitude adopter face à ces ennemis-là, qui sont en train jour et nuit de réfléchir comment nous déstabiliser, tout à fait. Comment faire en sorte qu'on ne se développe pas. Alors, peut-être qu'on va revenir un peu plus en détail. Bien sûr. Donc, la question sécuritaire. Il y a également la question, on va dire, économique. Ou sociale avant cela. Vous n'êtes pas sans savoir un peu des grognes qu'il y avait autour des arriérés de salaire et tout. Le chef de l'État est revenu sur ces détails et il nous a fourni des informations que, en tout cas, moi j'ai découvert parce que je ne savais pas qu'ils avaient trouvé par exemple des arriérés. Des arriérés, tout à fait. Donc ils ont hérité des arriérés du régime passé qu'ils sont en train de vouloir éponger peu à peu. Et ça, cela dénote de l'effort en tout cas que l'État est en train de consentir pour justement arriver à trouver une solution pour les enseignants et pour les fonctionnaires de façon générale. Également la question économique.
On le sait, le Niger, en tout cas, est en train de connaître en tout cas une croissance économique tout à fait. assez stable, même au niveau régional. En tout cas, ça fait partie des pays qui sont constants et qui ont gardé un certain cap. Malgré les difficultés et les conditions dans lesquelles le régime a hérité. Effectivement, malgré les embargos, l'embargo injustifié. Et on a, en tout cas, entre 2000, ce sont des chiffres même de la Banque mondiale également et de l'État du Niger. Entre 2025 et 2026, c'est un taux de croissance de 7,6 à 14, et quelques %. C'est ça. Donc cela, en tout cas, prouve à suffisance que des efforts sont en train d'être faits pour essayer de maintenir le niveau également de l'inflation est en train d'être maîtrisé. Parce que c'est extrêmement important également en matière économique. C'est la première fois que les produits alimentaires ont connu une baisse significative sur le marché et qu'on peut constater. Tout à fait, on peut le constater. Et toutes ces informations en fait sont vérifiables. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer et aller endormir les gens. Sur le marché, on est en train de voir. En tout cas, pendant le mois de Ramadan, on a l'habitude d'assister à une hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires surtout. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ce n'est pas le cas. Le projet de grande irrigation a fait ses preuves. On a vu le sac de riz aujourd'hui, combien ça coûte. Contrairement à il y a quelques mois de cela, de 20 000, c'est passé à pratiquement 8 000, 9 000 si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Et les populations nigériennes n'attendent pas autre chose en dehors de ça. Comment ramener la paix? Comment garantir, en tout cas, une sécurité alimentaire, une souveraineté alimentaire. C'est fondamental. Exactement. Et également, comment continuer à assurer les salaires des fonctionnaires. Toutes ces questions-là sont fondamentales, en tout cas, pour le développement d'une nation. En tout cas, tant qu'on aspire à développer, à être un pays, en tout cas, émergent, on doit assurer ces points-là. Et sur le plan historique, on va dire que c'est carrément à l'école qu'on était, parce que effectivement, ça m'a impressionné, sincèrement, la maîtrise de l'histoire avec les dates et les noms, etc., que le chef de l'État, c'est vraiment un cours historique, un cours magistral historique qu'il nous a dispensé. Et cela concourt à savoir un peu qu'on est en réalité les mêmes. La différence ethnique ou religieuse ou communautaire, etc. Quelque part, il y a toujours un lien qui nous lie, un lien fort, et qu'il n'y a pas en tout cas une ethnie ou une communauté qui peut s'autosuffire. On a tous besoin l'un de l'autre. L'histoire nous a démontré qu'on vient tous, en tout cas, on a les mêmes ancêtres. Et on est les mêmes. Donc cette propension ou comment on appelle ça, cette volonté de penser que je suis supérieur, mon ethnie est supérieure à l'autre et tout ça, le chef de l'État nous a démontré qu'il n'en est rien. Et qu'il a en tout cas il a démontré que cela n'est pas juste et que nous sommes tous les mêmes. Nous avons les mêmes descendants, on est tous liés d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Et donc on doit, en tout cas cela doit renforcer la cohésion sociale tout à fait. De ce pays-là. Donc voilà un peu les points saillants en tout cas qui ont retenu votre attention. Merci Imam Masso, merci. Professeur Moustapha, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les sujets qui ont vraiment retenu votre attention? Effectivement, c'est les sujets qui ont retenu mon attention. Donc je ne dirai pas en tout cas plus que ce que les autres ont déjà dit. Peut-être que je vais ajouter sur certains points. Et les 3 points qui ont aussi attiré mon attention, moi je débuterai là où il a fini. L'histoire. L'histoire du Niger. Ensuite, sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. En tout cas, sur le plan historique, nous constatons que le président de la République connaît très bien la profondeur il maîtrise parfaitement non seulement la sous-région, mais en profondeur notre pays. Et cette histoire, ce qui est rare, et ce qui est très rare. Et cette histoire-là qu'il nous relate, qu'il ne cesse de relater, c'est pour dire: les Nigériens, réveillez-vous. Sachez là où vous venez. Parce que quelqu'un qui sait là d'où il vient, en tout cas, il pourra faire mieux dans le futur. C'est juste. Et quand vous voyez, même dans les familles, quand on voit les
les chanteurs ou ce qu'on appelle les guessers qui viennent par exemple dans une famille, quand ils font l'éloge, les griots d'une famille, c'est pour réveiller en tout cas la conscience de cette famille-là, afin qu'elle sache d'où elle vient et où ils vont, pour cesser en tout cas le dérapage social, pour être en tout cas sur le droit chemin. Et je crois que c'est dans ce sens-là que nous devons comprendre cette histoire-là qui nous regarde. Oui, effectivement. Aussi le côté cohésion dont a fait cas Imam Mansour, aussi le côté de la cohésion. Il nous raconte que, par exemple, tout le peuple nigérien sont les mêmes quand on regarde les grands empires, en tout cas qui sont très vastes et qui couvrent en tout cas presque la superficie nigérienne. Que ce soit l'empire du Mali, l'empire du Songhai, l'empire du Borno, tout ça là, ils ont occupé en tout cas la terre du Niger. Ce qui veut dire que le Niger, en tout cas, était la mère en tout cas de ces grands empires-là, parce que le Niger se trouve toujours au milieu. Et le Niger est toujours le carrefour où on ne peut pas en tout cas négliger ces côtés-là. Donc c'est très important pour ce côté-là. Et on voit la grande précision en tout cas avec des dates précises, avec des endroits, et que le président de la République a fait presque toutes ces régions-là, même de la sous-région. Bien sûr. On voit qu'il connaît même la Côte d'Ivoire mieux que certains Ivoiriens. Voilà, et le Nigeria aussi. J'ai vu certains débats là en Côte d'Ivoire où il y a un Ivoirien qui dit que le président du Niger connaît mieux que nous notre pays. Donc c'est important. Et on n'a jamais vu un président, en tout cas moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu un président qui maîtrise en tout cas l'histoire. Maintenant, sur le plan sécuritaire, nous voyons la stratégie en tout cas du Niger pour maîtriser, malgré la grande surface du Niger, en tout cas qui couvre en tout cas plus de 1 267 000 km², c'est très important. Quand vous voyez les autres pays qui sont de la sous-région, où c'est des petits pays quand même, mais malgré tout cela, regardez comment les terroristes ont encerclé le Niger. Malgré tout cela, ils ont des informations précises de chaque côté du Niger. Donc on ne peut pas traverser le Niger sans que, en tout cas, le président de la République ne soit au courant. C'est juste. Maintenant, en ce qui concerne le volet économique, nous voyons aussi comment le président de la République, comment le CNSP quand même a géré le pays économiquement. Vous voyez, au bout de après, 2 ans. Vous voyez la vie, comment elle était. La vie était très chère au Niger. Aujourd'hui, Dieu merci, vous voyez, en ce qui concerne en tout cas le ménage. Aujourd'hui, c'est très important. Le panier de la ménagère, vous partez sur le marché, les légumes sont là. Alors qu'avant, les légumes, là, il faut les importer. Il faut les importer, c'était très cher. Vous voyez, les céréales, il faut les importer, c'était très cher. Aujourd'hui, nous sommes là, comme déjà les autres ont dit, c'est pas la peine de revenir sur ça. C'est juste. Et c'est très important, vraiment, et sur le côté économique. Sur le côté économique, le fait malgré l'embargo qu'on nous a mis, qu'on nous a imposé, et que le CNSP arrive à payer quand même les salaires. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose de négligeable. Et il y a les dettes, il faut... Et sans l'aide extérieure. Il y a les dettes internes et externes aussi. Tout à fait. Ils ont quand même parvenu à éponger. Ils ont trouvé une dette colossale sur le plan international. Tout le monde le connaît. Et sur le plan interne aussi. Donc vraiment, c'est important de souligner ces aspects-là. Moi, j'ai ajouté quelques points par rapport à ce que déjà mes prédécesseurs ont déjà dit. D'accord, merci professeur Moustapha. Monsieur Alou Mega, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les sujets qui ont retenu votre attention? Les sujets qui ont retenu mon attention, c'est que les collègues ont déjà parcouru un peu partout, mais seulement je vais donner aussi quelques points de vue. D'accord. Donc, nous avons en face de nous un chef d'État qui est vraiment un historien. Donc, il a un cheminement qui nous a poussé d'abord à nous parler de nos ancêtres, de nos arrières, ce que nous étions d'abord, et au fur et à mesure, rentrer maintenant dans la sécurité pour faire comprendre aux ennemis également qui sont à l'affût, qui cherchent à nous détruire, qu'ils sont au courant de tout ce qu'ils font. Et également pour essayer de pouvoir leur montrer que
tout ce qu'ils feront, eux, ils sont là pour attendre et ils vont recevoir également leur réponse et ils vont également agir selon les moments. Donc, et il y a également, nous avons vu également le chef de l'État a attaqué le côté économie. On était sur l'embargo. D'abord, on nous a coupé même l'électricité. Oui, bien sûr. Les Nigériens ont vu que combien d'individus sont morts dans l'hôpital par manque d'électricité pour pouvoir avoir des interventions et autres. Les produits qui ont péri, hein, on n'en pas douté. Donc, nos avoirs même bloqués. Ton propre argent, on te refuse d'avoir accès à ce terrain. Donc, c'est vraiment inhumain. Hein? Et il n'y a aucune légalité là-dessus, il n'y a aucun texte qui le prévoit. Même pas. Et puis, le chef de l'État nous a toujours rappelé également que la CEDEAO qui est créée au Mali, que tout le monde le sait, alors que les textes ne prévoient absolument rien de cet embargo-là, on nous fait subir ça. Parce que tout simplement, le colonialiste veut toujours asseoir son autorité sur nous, alors nous, on a dit non. Et ça également, le chef de l'État a rappelé cela aux gens. On est rentré dans le cadre économique. Là également, la situation du pays, hein, depuis le 26 juillet 2023 à maintenant, on sait tout le monde que même les ennemis savent que vraiment quelque chose a été fait. Parce que nous avons vu que au niveau en 2023, ici, on a payé des sacs de 25 kilos à 20 000, 18 000 francs. Or, aujourd'hui, nous sommes retombés à 7 000, 9 000. 10 000 deux fois, même si c'est trop cher, ça stagne à 11 000. Ça, tout le monde sait que quelque chose a été fait. Et deuxièmement, également, sur le plan social, et surtout au niveau de l'emploi, le chef de l'État a déjà dit que beaucoup de choses ont pu être faites. Il y a beaucoup de sociétés qui ont été créées en un si laps de temps. On parle de 64 exactement. Il est même devenu quelqu'un qui est en train de promouvoir la promotion de commerçants et leur donner des conseils pour se réunir pour faire des entités économiques viables avec des pôles agro-industriels. Tout ça, le chef de l'État l'a expliqué. Et maintenant, au niveau de l'administration, tout le monde sait que des arriérés en pagaille qu'il faut éponger. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. À l'impossible, nul n'est tenu, comme on a l'habitude de dire. Et on sait quelqu'un qui te dit qu'un tel, tu me dois tant de francs, c'est que celui-ci envisage de pouvoir te rembourser. Il a même informé, aussi bien que les étudiants, les enseignants, tous, ce qu'ils leur doivent et qu'ils sont les efforts qui ont été faits et ce qui reste à faire. Ce qui reste à faire, et ils ne se cachent pas, ils savent ce qui est fait. Alors, même des individus mal intentionnés doivent savoir que quelque chose a été fait et que ça doit être ça. Il y a une certaine sincérité. Il y a une sincérité là-dedans. Et on est également venu, de l'autre côté également, on est rentré dans le domaine social. Au jour le jour, tout le monde sait que maintenant, à l'heure actuelle, la refondation est vraiment lancée. Ce que nous voulons, c'est une cohésion sociale. Une cohésion entre nous et que chacun doit, de son côté, faire un effort pour apporter ce qu'il peut au président pour le laisser. C'est comme disent les Burkinabés, laissons le général travailler. Donc, c'est ce que j'ai à dire. D'accord. Monsieur Alou, je vais profiter parce que beaucoup de fois que je vous ai reçu sur ce plateau, vous avez beaucoup parlé de la question de justice. Or, le président a évoqué cette question de justice. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous avez toujours parlé de cette question sur ce plateau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que le président a dit sur la justice. Justement, le président connaît bien son monde, il connaît son peuple, il connaît ses gens. Ils savent que la question de justice hante tout le monde. Et il n'en fait pas cas. C'est-à-dire qu'il y en avait des individus mal intentionnés qui avaient dit que peut-être le président couvre tel côté, tel côté, alors qu'il a tout remis entre les mains des juges. S'il y a quelque défaillance à l'heure actuelle, c'est le côté de la justice. Alors le juge, comme on a l'habitude de le dire, qui peut le plus, peut le moins, qu'est-ce qu'ils attendent? Et les populations attendent ces juges-là pour qu'ils se réveillent également. Au moment de la refondation, il n'y a pas de quelqu'un, on ne laisse personne au dehors, tout le monde compte. Et il faut que les juges aussi se reprennent pour qu'ils puissent
amener les Nigériens devant leur justice pour qu'ils disent ce qu'il y a lieu. Ceux qui sont fautifs doivent payer et ceux qui sont libres doivent également considérer. Mais cette question de justice, là, tout le monde sait qu'à l'heure actuelle, le président l'a bel et bien mis entre les mains des juges et on attend ces juges-là qu'ils fassent. Vous attendez les juges? On les attend et on ne les laissera pas, ils n'ont pas de pardon auprès des populations. Très bien. Merci, Missalou. Merci. On va avancer. Docteur, à présent, quelle leçon faut-il retenir de cette grande interview du président de la République? Parce que tout à l'heure même, Imam Mansour a parlé des leçons et de l'attitude des Nigériens qu'il faut avoir. Ça, on va en arriver. Mais quelle leçon faut-il retenir de cette grande interview? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il a parlé pendant des heures. Il a expliqué tout. Maintenant, quelle leçon faut-il retenir pour nous autres? Merci beaucoup, M. Abdoulaye. Nous l'avons dit au départ que cette sortie du président de la République est une école. Et à l'école, on apprend beaucoup de choses. Et cette sortie nous donne comme leçon d'abord que ce pays nous appartient tous. Oui, tous, c'est ça. Quand il a parlé de toutes les contrées, de l'histoire, ce n'est pas pour nous apprendre, ce n'est pas pour nous apprendre l'histoire comme au département d'histoire. C'est pour dire que faites attention, vous êtes tous de même père et de même mère. Donc ce qui est en train d'être écouté par les ennemis du Niger, ce qui est en train d'être fait par ses ennemis, il faut faire fi. Il faut fi. Vous êtes de la même famille et c'est ce que ça veut dire. Donc l'aspect historique, l'aspect géographique qu'elle avait cité, pour moi vraiment c'est pour dire que, écoutez, nous sommes de la même famille. Alors, quand nous sommes de la même famille, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on défende cette patrie. Il faut qu'on défende nos contrées. Donc, le Niger est indivisible. S'il y a une partie au Niger qui a été touchée, donc c'est comme c'est toutes les parties du Niger. Donc, tous les fils et toutes les filles doivent venir donc en aide afin que la paix et la sécurité règnent. Deuxième leçon que je tire de cette sortie, c'est vraiment un défi. Un défi lancé contre celui qui pense qu'il peut faire quelque chose. Les ennemis. C'est un défi pour dire qu'à l'ennemi, partout où vous êtes, nous sommes en train de voir. Et d'ailleurs, voilà vos photos, voilà là où vous êtes. C'est un défi. Voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous faites et voilà ce que nous pouvons, voilà ce qu'on a. On va. Donc moi, je pense que cette sortie effraie vraiment les ennemis. C'est vraiment... ça a cassé. Je pose cette question, docteur. Il y a une prise en main de la sécurité à travers ce que le président a dit. Effectivement. Nous sentons cela. Même eux, les ennemis, ont compris cela parce que ce qu'ils ont voulu n'a pas été fait. Oui, bien sûr. Voilà, ça a été dévoilé et ça a été contrecarré et carrément ça a été supprimé. Donc vraiment, ils ont compris que le Niger a pris sa situation sécuritaire en main et que le Niger a mesure vraiment aujourd'hui de se défendre. Et ils l'ont vu. Ce n'est pas comme ça où ils ont voulu que ça se passe. Ils ont dessiné beaucoup de choses de l'aéroport un peu partout. Tout à fait. Donc, ils ont voulu plus que ça, mais le Niger les a vus à l'œil. Et la question de la justice, c'est le terrorisme. C'est aussi le terrorisme judiciaire, s'il faut entre parenthèses appeler cela. Parce que les ennemis sont sur tout le terrain. Ils sont physiques avec les terroristes, ils sont dans les banques pour contrecarrer, et même à la justice. Ils sont à la justice, il y a beaucoup de choses qu'ils soulèvent et qui vraiment... comment on appelle là, terroristes. Donc, c'est pourquoi quand notre frère Alou avait parlé aux juges de faire attention, parce que le président de la République a mis la question de la justice dans leurs mains. Donc, tout le monde, comme l'a dit l'islam, donc tout le monde ici est responsable. Et chacun répondra de sa responsabilité devant Dieu. Donc, c'est dangereux qu'on vous dit vraiment
d'être juste. Juste, Le président de la République a dit, voilà la question de justice, voilà ceux qui sont pour cette justice-là, allez-y faire la justice. Donc vraiment, ils doivent faire Docteur, attention. c'est peut-être la première fois que ça arrive ou pas, parce qu'on a vu par le passé les interférences des responsables politiques dans le fonctionnement de la justice. Or, aujourd'hui, le président l'a dit de manière telle que ce n'est pas la première fois qu'il ne va jamais intervenir dans les affaires de la justice, et c'est la vérité, et qu'il appelle les juges eux-mêmes à prendre leurs responsabilités pour rendre des décisions. C'est la première fois que ça... Effectivement, on ne va pas dire la toute première fois, parce qu'au temps de Seynou Kounchi, on a vu, il est aussi juste, mais cette fois-ci, vraiment, c'est aussi palpable. C'est palpable. Et cette question de justice, c'est la question mère. De toute nation. Nous l'avons dit plusieurs fois, une nation, un pays mécréant, juste, arrive au bon port. Un pays de musulmans injuste, sombre. On l'a dit plusieurs fois. Donc la question de justice, c'est vraiment une question capitale. Et le président de la République a mis cette question dans la main des juges. Et il les a demandé, tout le monde a écouté, tout le monde a vu, il les a donné carte blanche, donc aux juges de faire attention et de savoir vraiment faire le travail, parce que c'est le travail, c'est eux qui sont concernés, c'est vraiment... Ils sont là pour ça. Donc vraiment, ils doivent aussi aider, accompagner la refondation, les efforts du président de la République, les efforts de tous les Nigériens pour que ce pays, le Niger, reste en paix et en sécurité. Et vraiment, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer. Beaucoup de leçons de ces sorties-là. Et parmi les belles leçons, moi je retiens que les gens doivent maîtriser le travail. Les gens doivent maîtriser le travail. Regardez le président de la République qui gère tout le pays, toutes les institutions, et qui a tout dans sa tête. Grand compétit. Cela, c'est une leçon pour moi, pour tout le monde. Chacun dans son domaine doit maîtriser son domaine et garder dans son domaine, pas chercher des papiers à tort à travers pour venir. Non. Vraiment, on doit maîtriser notre travail. Le président de la République nous a montré le chemin, qu'Allah le Tout-Puissant guide ses pas et qu'Allah soit à côté du Niger et de ses dirigeants. Avant de donner la parole à Imam, en parlant du travail, parce que là aussi le président a insisté sur ce travail et que tout celui désormais qui ne fait pas son boulot doit nécessairement quitter, laisser la place. Qu'est-ce que vous en pensez? Que dit l'islam par rapport à le travail? L'islam, comme on l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas seulement les prières. C'est pas seulement les prières. L'islam, on dit à l'islam din wa dawla. Donc c'est l'adoration et la gestion. Et la gestion aussi, c'est le travail. Donc l'islam exhorte le travail. L'islam ne voit que le travail. C'est-à-dire que le travail en islam, c'est une obligation. C'est une obligation, et c'est pourquoi, vous voyez, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, en tout cas, regardez ce qu'ils ont fait à partir du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusque-là, les grands musulmans. Les grands pays qui travaillent, vous voyez, c'est ce pays-là qui se développe. En islam, le travail en première position. Et c'est pourquoi le président de la République a mis donc ce point-là. Et les Nigériens, dans le temps, vraiment, beaucoup hésitent dans ce travail. Beaucoup hésitent. Donc c'est aussi une leçon pour que les gens reviennent au travail. Sur le plan de la fonction publique, ou la terre, ou le commerce. Tout cela, c'est du travail. Donc il faut vraiment aller au travail. Et au niveau de l'administration, vraiment privilégier l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. D'accord. Ça a commencé. Voilà, vraiment. Et il a parlé de ça quand on lui a posé la question. Voilà, pourquoi placer? Il dit non. Voilà, il dit qu'il y a beaucoup de critères. Et des fois, ils arrivent à garder la personne dans la place. Et quelque temps après, quand on se rend compte que vraiment que ce n'est pas ça, donc c'est pourquoi on change. Vous voyez, donc ça nous encourage, et c'est vraiment un très bon signe pour un pays
qui est en train de vouloir et développer. Et vraiment, on va dire vive la refondation, qu'Allah protège le Niger. Merci, Dr. Issou. Oui, Imam Mansour, qu'est-ce que vous allez dire à présent? Quelles leçons faut-il retenir de cette grande interview du président de la République? Oui, Est-ce que vous avez évoqué déjà ce sujet tout à l'heure sur les leçons à retenir? Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, pour revenir à la question du travail, a dit dans un hadith authentique que tout croyant qui doit accomplir une tâche, un travail, un boulot, qu'il le fasse bil itqan, c'est-à-dire avec maîtrise. Avec maîtrise. C'est pour revenir à ce que le chef de l'État a dit, que tout celui qui ne fait pas son travail, il sera mis de côté. Et il sera remplacé par celui qui le mérite. Ça, c'est un des enseignements de l'islam, du prophète alayhi salatu wassalam. Également, entre autres leçons apprises, relativement à la question sécuritaire, on a parlé, le chef de l'État a parlé de la mobilisation générale. Alors, la mobilisation générale et tout ce que ça comporte me renvoie un peu à un verset de la sourate Al-Anfal, sourate le butin. On a eu déjà à en parler un peu sur ce plateau-là. Oui. Mais ça résume un peu cette mobilisation générale et jusqu'à la solidarité entre les Nigériens pour faire face à cette situation-là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, في سورة الأنفال, verset 60, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأعدوا ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers ce verset, c'est une recommandation, c'est une injonction faite aux musulmans de se préparer face aux ennemis avec tous les moyens dont ils disposent. Que ce soit ici dans la sourate, Allah a fait, il a parlé de la force, donc de toutes les forces dont les musulmans disposent. Il a également parlé de la cavalerie, parce qu'à l'époque c'était les moyens. Donc une cavalerie équipée, des arcs, etc. Et de nos jours, on peut transposer cela en disant donc les armes modernes, la technologie, faire usage des radars et tout ce qu'il faut pour faire face à ces ennemis-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le même verset également de faire attention aux hypocrites, aux ennemis internes. Parce qu'ils sont souvent plus dangereux que les ennemis externes. Et Allah a dit, la ta'lamunahum, vous ne les connaissez pas. C'est lui, Dieu, qui les connaît. Donc, de prendre garde, d'être vigilant. Et c'est en cela que le chef d'État nous appelle. La mobilisation générale, c'est d'être prêt, psychologiquement, matériellement, moralement, de faire face, savoir faire face aux ennemis avec les moyens dont on dispose. Également, dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ, tout ce que vous dépensez dans la cause d'Allah, dans le sentier d'Allah, il vous le sera rétribué. Alors cela renvoie à l'effort auquel le chef de l'État fait appel à la population pour contribuer à et comment on appelle ça, au fond de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Donc tout ce qu'on fait pour ce pays-là, c'est pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on le fait. Et que le Nigérien le sache. Cela n'est pas peine perdue. C'est l'une des formes de djihad, de s'engager pour son pays, de s'engager pour la paix de ce pays. Et peut-être là, je pose le vrai djihad, pas celui qu'on nous vend. Exactement, c'est cela. Tout à fait. Tout à fait. C'est cela le vrai djihad, parce qu'on doit également déconstruire un peu ce que les terroristes, parce qu'ils ne font pas du djihad, c'est des terroristes.
ce n'est pas du djihad. Voilà le vrai djihad auquel Allah subhanahu wa ta'ala appelle pour nous engager physiquement, matériellement, avec les moyens dont on dispose pour faire face donc, à l'ennemi. Donc c'est pour dire qu'en tant que musulmans, c'est un devoir pour nous de répondre à cet appel-là du chef de l'État. Ça fait partie en tout cas des leçons à tirer de cette interview-là. D'accord. Voilà. Okay. Merci Imam Moussa. Merci. Oui, professeur Moustapha, quelles sont les leçons qu'il faut retenir de cette grande interview du président de la République selon vous? Effectivement, et selon notre compréhension de cette interview, ce que nous pouvons retenir et les grandes leçons, commençons par le travail. J'ai dit que les autres ont déjà dit, bon, je vais ajouter certaines choses par rapport au travail. Et le travail, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran, قُلْ عِمَلُوا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dites au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites-leur de travailler, qu'Allah subhanahu wa ta'ala verra leur effort et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi verra leur effort. D'accord. Donc, en ce sens-là, la mobilisation pour le travail, il ne s'agit pas tout simplement de mobiliser les fonctionnaires. Et tout le monde dans la société doit travailler. Donc, le travail, aujourd'hui, nous constatons, il y a beaucoup, partout, nous voyons aujourd'hui dans la ville de Niamey, les mendiants. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal parce que l'islam n'accepte pas ce genre de choses. Aujourd'hui, nous constatons de petits-enfants où déjà les parents ont abandonné les petits-enfants qui sont là dans les rues et qui tendent la main. Et ça, c'est la montre qu'il y a jusqu'à présent une frange des Nigériens qui n'aiment pas travailler. Il faut qu'on les remette au travail. Et le travail, là, c'est pas tout simplement un travail dans le bureau. Bien sûr. Dans le bureau, d'accord, dans le bureau, le chef de l'État a exhorté les gens à le faire bien. Mais aussi, il faut que, en tant que des prédicateurs, en tant que des leaders religieux aussi, vraiment montrer à la société que vraiment toute la société doit travailler pour que le pays se développe. C'est très important, dans ce côté-là. Donc, en ce qui concerne aussi la justice, le chef de l'État lui-même l'a dit, et quand il a remis tout à la justice, le problème, ce n'est pas la justice, c'est les personnes. C'est les hommes. C'est les hommes qui sont chargés d'animer la justice. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, La yughayyiru Allahu, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas une société tant que cette société elle-même ne cherche pas à se changer. C'est juste. Donc vraiment, les juges, aujourd'hui, les Nigériens ont braqué leur caméra sur eux parce qu'on attend qu'il y ait un changement. Parce que nous sommes dans une période de changement, nous sommes dans une période de la refondation. Il faut que vraiment qu'ils changent leur comportement et qu'ils vont vraiment appliquer la justice pour que tout un chacun de la société sente que vraiment c'est maintenant que nous sommes dans un Niger nouveau. C'est pas un Niger qui est là où il n'y a pas la justice, là où quand vous êtes pauvre, et celui qui a les moyens, c'est à lui qui trouve la justice et que l'autre ne trouve pas la justice. Donc il faut vraiment revoir ces cas-là parce que c'est nous-mêmes qui devons nous changer. Si la tête a changé, il faut que le reste aussi change. Nous voyons, on n'a jamais constaté ce changement-là au niveau supérieur dans le pays, mais aujourd'hui on le voit, c'est palpable sur la terre. On voit que vraiment le haut, dès qu'il voit qu'il y a un dérapage, on essaie de ramener les gens sur le droit chemin. Donc c'est comme ça que chaque institution doit marcher pour que le pays marche. Il faut qu'il y ait vraiment ce changement-là. Sur le côté de la mobilisation, nous devons comprendre que la mobilisation, ce n'est pas une affaire de FDS, ce n'est pas une affaire tout simplement des dirigeants, c'est une affaire de tout le monde. C'est-à-dire, cette mobilisation-là, nous devons, vous voyez que les Nigériens ont commencé à comprendre le sens de la mobilisation, et c'est ce que je voudrais dire, parce que même dans les petits hameaux, nous voyons que certains, c'est qu'ils ont les moyens, au moins c'est 10 francs, 50 francs, ils contribuent parce qu'ils peuvent le faire comme pour contribuer. Et c'est très important, vraiment, cette compréhension-là de la mobilisation. Ce n'est pas tout simplement, on dit, bon, c'est les dirigeants qui vont tout
tout le temps on dit c'est les dirigeants, c'est les dirigeants. Non, il faut que tout le monde se mobilise pour que nous défendions notre patrie et que nous contribuons à asseoir vraiment la souveraineté de notre pays. La souveraineté, ça ne donne pas comme ça, mais c'est avec le travail que nous devons vraiment acharner, que nous devons vraiment avoir cette souveraineté-là. Et que les Nigériens doivent comprendre qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas être dans le luxe tant qu'on n'a pas souffert. Oui, ça c'est et vrai. que le Nigérien n'a pas cette habitude-là de souffrir. Dès qu'il y a une petite souffrance là, et les gens ont tendance à lâcher. Il faut que les gens vraiment reviennent pour comprendre que c'est maintenant que nous devons vraiment accepter cette souffrance-là. C'est pas pour nous tout simplement, pour que nos enfants ou nos petits-fils vraiment soient dans l'opulence et qu'ils soient vraiment dans le beurre. Et aujourd'hui, nous, il faut qu'on souffre pour que les autres... Mais le Nigérien, dans sa nature, lui, tant que ce n'est pas lui qui reçoit là, il sent que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc vraiment, il faut qu'on change de mentalité. C'est bien dit. Voilà. C'est bien dit, professeur Moustapha. Voilà. Merci. Merci. Oui, M. Alou, qu'est-ce que vous allez ajouter? Donc, c'est ce qu'il faut retenir, les leçons à retenir. Beaucoup de leçons à retenir, c'est qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, ils ont vraiment, on a vu qu'il y a eu vraiment une nette amélioration dans la situation sécuritaire du pays. Ce que je voudrais attirer leur attention, c'est qu'ils fassent très attention. Maintenant, le problème est devenu psychologique. Il y a le consentement de la victime. Qu'est-ce qu'on dit consentement de la victime? Les populations, à l'heure actuelle, ont plutôt tendance à glisser vers le côté de ceux qui leur font du mal, en leur disant que, vous savez, nous, on est là pour l'islam, nous combattons les militaires, les responsables de l'administration, des terroristes, les terroristes. Voilà. C'est d'eux que je parle. Nous combattons les fonctionnaires, nous combattons les forces de défense, mais vous, la population, nous sommes avec vous. Il y a certains qui croient à ce effectivement, message, dans nos pays de son règne, là-bas, alors, il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui croient à cette version, comment dirais-je, le consentement de la victime, pour aller vers eux. Quand le FDS vient passer pour faire la sécurisation de leur tournée et autres, au lieu de leur dire la réalité. Ils savent là où sont ces gens. De dénoncer. De les dénoncer. Non, pour eux, c'est leurs frères, leurs cousins, leurs neveux et autres. Cet état de choses, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que, compte tenu de leur professionnalisme, qu'ils fassent attention. Quand ils viennent dans un coin là, le plus souvent, à l'heure actuelle, au pays son règne, là où on prend du thé, là, du café, là, tu es assis, tu es entouré avec deux territoires, tu le sais. Tu n'oses même pas insulter ces gens-là. C'est quand tu rentres chez toi que ton voisin va te dire D'accord. On te dit que les femmes qui viennent Tartak ou autres là, quand tu dis que tu n'oses pas dire que tu viens de Niamey, pour remettre tous les Nigériens au travail, c'est quelque chose, une idée qu'une seule personne l'avait fait. Au niveau du feu général, c'est une couche. Aucun Nigérien ne mourra de faim et de soif. On a engagé les Samarias, des parcelles de riz. Moi, j'avais 10 parcelles à Saga pour exploiter. On vendait à 2700 francs le sac de 75 de riz paddy au riz du Niger. Pour recevoir deux sacs d'engrais pour les bandages et autres. Et il y a la construction de classes également, sous la direction du feu colonel Idriss Harouna. Donc, on dirait que c'est ce aspect-là qui est revenu à l'heure actuelle, la grande irrigation. On ne peut pas concevoir de voir des enfants en train de prendre du café alors qu'il y a du travail dans les bas-fonds. Bien sûr. Et puis, 3 mois après, tu as le résultat de ton travail. Alors, qu'est-ce que tu vas attendre? Pourquoi tu vas rester boire du thé ou du chanvre indien et ainsi de suite? Maintenant, dans le domaine de l'administration, le chef de l'État a attiré l'attention des gens. Tout le monde. Il faut bien que ce que vous recevez, il faut le donner. Vous êtes payé. Malgré vous ne savez même pas quelles conditions, quelle acrobatie le gouvernement a à faire pour mettre ce peu de machin entre vos mains. Et de l'autre côté, les gens continuent toujours à critiquer. Ça n'a pas de sens. Il faut des gens qu'il faut, au poste qu'il faut, profil poste. Si le gars n'est pas prêt à donner un bon rendement, on le change purement et simplement. Ça également, c'est une situation que on doit, chacun de nous, se mettre cela
en tête. Et il faut apporter son concours au gouvernement et au chef de l'État. Il l'a dit. Et puis, de l'autre côté, au domaine de l'éducation, on l'a vu. Maintenant, les difficultés qu'il y a, tout le monde est informé de la situation, bien sûr, de ce qu'il y a. Bien sûr. Et on ne peut que les moyens qu'on a. Ouais. Donc, il faut être patient et résilient aussi. Tout à fait. Hein? Parce que plus les gens, je pose cette question, plus les gens connaissent la réalité, plus ils acceptent beaucoup plus la situation dans laquelle... voilà. On ne vous cache pas. Voilà la réalité dans laquelle, compte tenu de difficultés, comment dirais-je, énormes, on nous bloque nos comptes. Ce n'est pas le cas avant. Comme vous avez cette expérience, vous avez eu tout le régime défilé. Ce n'est pas le cas avant. L'effort est venu. C'est après sacrifice que les résultats sont venus avec un peu de soulagement au temps de couture. On avait le 18 du mois déjà, le salaire était déjà prêt. Et puis le 5, on part faire OVS avec avant ce salaire. La banque et les commerçants. La bonne époque, alors, la bonne période, hein, M. Aloumeg, vous vous rappelez bien. C'était la bonne période. La bonne période. On ne souffrait pas. On attend le 5 même pour avoir de quoi faire son marché. Et maintenant, on ravitaille sa famille et tout le monde. Et puis le problème, c'était après un sacrifice que ce résultat est venu. Et ici aussi, ça va venir. Ça va venir, puisque ça a commencé déjà. Une petite souffrance. Ça va passer. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. 2023. 2 ans et demi, pratiquement. Et beaucoup de choses ont été faites. Tout le monde a constaté qu'à l'ère actuelle, comme le dit le frère, tous les marchés sont bondés. Les marchés sont bondés à l'heure actuelle. Bien sûr. Et le peu de choses, quand vous repartez au marché, vous avez ce que vous voulez, vous revenez en bas. Tout à fait. Le problème ne se pose pas. Donc, je parlais également du côté des étudiants. Ils doivent également comprendre. On ne leur a rien caché. Voilà les arriérés. Effectivement, nous sommes redevables de ça. Nous faisons tout pour chercher à nous mettre dans de bonnes conditions. Alors, donc, le langage de vérité. C'est le langage de vérité et c'est avec ça qu'on construit l'État. On ne peut pas construire l'État avec des mensonges. Avec des mensonges. Puisqu'on a vu des régimes passés, on a vécu des années ici, on est en train de bombarder. Les régimes passés, c'est des mensonges. C'est des mensonges, puisqu'on prenait des dettes, alors que les liquidités partaient ailleurs. On va avancer peut-être pour finir. Vous avez parlé des sujets qui ont retenu votre attention. Vous avez parlé des leçons à retenir de cette grande interview du président de la République. Maintenant, quelle attitude doivent avoir désormais les populations qui ont suivi largement les propos chefs de l'État lors de cette interview? Quelle attitude? Parce que si on a entendu, on a suivi, il y a quand même un changement qu'on attend vis-à-vis de ces populations. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que leader religieux? Qu'est-ce que vous allez dire à ces populations sur leur attitude désormais après cette grande interview du chef de l'État qui est une interview de vérité, vous l'avez tous dit? Voilà. En tant que leader religieux, nous avons l'obligation de rappeler aux gens ce que l'islam nous recommande. Et dans une situation pareille, l'islam, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Mandara aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Quiconque parmi vous voit dans la société, dans la vie, quelque chose qui n'est pas bon, il peut changer avec sa force. La force physique, administrative, financière, etc. Au cas contraire, avec sa langue, c'est-à-dire de prêche, sensibilisation, etc. Ou bien, le gars se retire pour prier Dieu, Allah le Tout-Puissant, pour qu'il ait le changement. Moi, je vais bondir sur la question du travail évoquée par le président de la République. Nous avons tous, les Nigériens, l'obligation d'appliquer ce que le président de la République a dit. Ça, c'est pour le bonheur de le travail bien fait. Vous voyez, quand on parle de travail, beaucoup ont parlé même de commerce, de culture, de cela. Vous voyez, la même question qui revient toujours, la question des ONG. C'est des ONG qui sont là pour travailler. Alors que nous avons plus de 4000 et quelques ONG. Et tous ces ONG-là, c'est des expatriés qui sont dans ces ONG-là, comme président. Eux, ils ne travaillent pas pour le Niger. Nous remercions effectivement le ministère, nous remercions le ministère de l'Intérieur qui a bien compris, qui est en train de vérifier, qui est en train de superviser, qui est en train de contrôler. Mais il reste beaucoup. Encore. Imagine 4000 têtes d'expatriés qui gèrent les ONG. Est-ce qu'il y a du bonheur? Regardez dans la sous-région. Quel est le pays, l'unique pays qui a ces ONG gérées par les expatriés? Il n'y en a aucun. Regardez dans le monde,
quel est le pays qui a été développé par des ONG? Il n'y en a pas. Regardez au pays, tout le pays où il y a des problèmes de terreau, etc., c'est qu'il y a beaucoup de ONG. C'est devenu pour un commerce. C'est du commerce. C'est du commerce. C'est du commerce. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. On peut vérifier. On peut mettre tout le monde pour vérifier. Tout le monde, on peut le mettre. Vraiment, on n'en a pas besoin de ces gens-là. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Le Niger peut s'autosuffire. Le Niger peut être... Parce que, je vous dis, c'est quelque chose que tout le monde, tous les jours, on le dit. Aujourd'hui, si vous dites que vous ne voulez pas des ONG dirigées par des expatriés, est-ce qu'ici sur place, vraiment on a des compétences? Moi je vous pose la question parce que j'imagine que vous êtes un peu dans le secteur. Est-ce que nous avons des compétences qui peuvent valablement diriger ces ONG? Nous avons beaucoup de gens que nous ici, nous avons enseigné il y a plus de 15 ans, 20 ans qui sont en train de diriger. Le Niger est plein de compétences. Qui peuvent diriger ces ONG. Et vous allez trouver que ces ONG vont observer pas moins de 10 000 Nigériens. Pas moins de 10 000. D'accord. Donc, deuxième chose, effectivement, à partir de cette interview, vraiment de mettre en application toutes les grandes lignes citées par le président de la République. Et cela, vraiment, c'est dans le cadre de la refondation. Cela, c'est dans le cadre de notre liberté, souveraineté. C'est vraiment dans le cadre de notre cohésion sociale. Et nous avons, comme je l'ai dit, vraiment l'obligation strictement de respecter et d'être vraiment nigérien et d'appliquer ce que le président est en train de vouloir installer et pour le bonheur du peuple nigérien. Merci, docteur. Oui, Imam Mansour, quelle sera votre réponse? Quelle attitude doit avoir désormais les populations qui ont suivi largement les propositions de l'État lors de cet entretien? Oui, effectivement, M. Tchemogo, je pense qu'en tant que leader religieux, l'attitude les leaders religieux ont un point, effectivement, important dans ce que nous sommes en train de faire, quand on l'a vu. Tout à fait. Donc, c'est de continuer le travail qui consiste à rappeler ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète a dit, et de continuer à attirer l'attention, en tout cas de nos populations, de les sensibiliser, à savoir qu'un bon citoyen n'est pas différent d'un bon musulman. Un bon musulman n'est pas différent d'un bon citoyen. Un bon musulman, c'est celui-là même le bon citoyen. Également, chacun, dans sa compétence, dans son domaine d'intervention, doit apprendre à être responsable. Doit apprendre à gérer les choses, à travailler de façon honnête. Intègre. Et c'est comme ça que on va arriver à construire, à créer une nation de justice, une nation où chacun, personne ne sera lésé, où chacun profitera donc, des ressources que Dieu nous a accordées. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Et donc, le Nigérien doit savoir que, parce que ça même les non-musulmans l'ont compris, on doit travailler. On ne va jamais, ce n'est jamais assez de le dire. On doit mettre en tête que seul le travail libère. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il nous a créés, c'est pour une vie de lutte. Donc rien ne va s'acquérir en restant les bras croisés. On doit carburer, on doit travailler. C'est la seule manière de sortir de cette situation. C'est la seule manière de retrouver la vraie souveraineté dont on parle. D'accord. Imam Mansour, je pense que donc, le grand changement a commencé parce que sur ce plateau, on a élaboré beaucoup de débats où on a posé la question sur ce qu'on doit s'attendre après la visite du chef de l'État. On a parlé du changement. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, avec ce que le président a dit lors de sa dernière interview et ce que nous constatons sur le terrain, le grand changement a commencé? En tout cas, on peut dire qu'effectivement, on a jeté les bases, en tout cas, on a jeté les bases d'un grand changement. Nous sommes en train de voir des sorties au niveau même des ministres qui essayent de faire des visites au niveau de leur entité ministérielle. C'est pour justement, comment on appelle, appeler ceux qui relèvent en tout cas de leur secteur, de les appeler au travail.
de les rappeler à la professionnalisation, de travailler en consensueux pour le bien de ce pays-là. Et cela, en tout cas, parce que l'exemple doit venir ou doit provenir toujours du haut, du sommet. En donnant l'exemple, c'est comme ça que le bas va s'exécuter. Les gens n'auront pas d'autre choix quand ils verront le ministre en question ou le chef de l'État en question sortir sur le terrain, aller voir. En ce sens également, nous appelons en tout cas les Nigériens, ou j'allais dire l'État, à travailler, en tout cas à mettre la fonction publique sur les rails. Parce que sur ce point, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. La ponctualité, le travail axé sur le résultat. Je pense qu'on doit évoluer vers cela. Il ne suffit pas d'être ponctuel, mais d'être évalué sur des résultats, des objectifs qui ont été donnés. C'est juste. À un moment, il faut s'arrêter. Qu'est-ce qui a été donné comme objectif? Ça, beaucoup l'ont dit sur ce plateau. Exactement. Il faut évaluer les gens. C'est la seule manière, effectivement, c'est la seule manière de faire évoluer, comment on appelle ça, l'administration au Niger. Parce qu'on l'a beau décrier, beaucoup reste à faire. Et je pense qu'on est en train de cheminer vers le bon chemin. Les responsables sont en train de donner l'exemple en sortant, en s'enquérant des conditions de vie et de travail de leurs agents, etc. Et je pense que c'est un bon début et ça doit continuer. Ça doit continuer. Merci. Professeur Moustapha, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les attitudes, sur quelles attitudes doivent désormais avoir les populations après ce que le chef de l'État dit? Effectivement, après ce que le chef de l'État vient de dire, nous devons avoir une attitude de la cohésion. De la cohésion, La cohésion sociale, c'est très important. Quand nous sommes soudés et que nous sommes... Quand on est soudés, on est plus fort. On est plus fort, on devient des frères. Et ça me rappelle en tout cas un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Hubbu li akhika ma tuhibbu li nafsik » Donc aime à ton frère ce que tu aimes toi-même. Si nous devenons ainsi, et que tout ce que moi j'aime aussi à mon frère qu'il gagne la même chose, il n'y a pas de raison qu'on ne devienne pas soudés. Et c'est très important. Une deuxième chose, je pense que les Nigériens doivent laisser écouter les rumeurs. Parce que notre grand problème, c'est d'écouter les rumeurs. On passe plus de temps à écouter les rumeurs. C'est juste. Aujourd'hui, si nous avons les autorités... Surtout à l'heure des réseaux sociaux. Voilà. Si nous avons des grandes questions où déjà les premiers responsables sortent pour nous édifier, il n'y a pas de raison à ce que nous attardons notre temps. Là, c'est de la bonne information. C'est les rumeurs-là qui nous divisent. Tout à fait. Et c'est très important pour que nous soyons soudés de laisser ce côté-là, d'écouter les rumeurs. Ce n'est pas du tout important. Et la deuxième chose, il faut que le chef de l'État nous a réveillés pour que nous travaillions. Il faut que nous mettons dans la tête que le travail, chacun dans son domaine peut travailler. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont là, qui ne partent pas à l'école et qui gaspillent leur temps en train de prendre des stupéfiants. Et nous voyons toujours à la télé la saisie. La saisie, c'est juste. Et ça, c'est très important parce que si la jeunesse elle-même, qui seront demain l'avenir du pays, si ils s'adonnent déjà à la consommation de stupéfiants, c'est très grave. Donc il faut que nos jeunes vraiment essaient vraiment de mettre de côté ces genres de pratiques qui sont mauvaises et pour leur revenir sur le droit chemin, pour se réveiller, pour travailler. Et le travail, ça paye toujours. Et notre frère l'a dit, au lieu de que vous savez que le résultat que vous attendez en 3 mois, quand vous partez et que vous cultivez la terre, c'est mieux que de rester quand même en train de prendre du thé et de s'adonner en tout cas à la consommation de la drogue. C'est important pour la jeunesse parce que la jeunesse, c'est elle qui construit le futur. Et la dernière chose que je veux dire, il faut que nos leaders religieux aujourd'hui se réveillent. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle, je pose la question, puisque vous évoquez vous-même le sujet. Si je dis... Ils ne jouent pas leur rôle ou qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qu'ils ne jouent pas leur rôle, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez, parce que nous Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les leaders religieux, tous sont cantonnés dans les grandes villes. À Niamey. Alors qu'on a besoin d'eux à l'intérieur. Et même dans les petits hameaux, vous allez voir des Nigériens qui ne savent même pas comment faire les houdous. Bien sûr. Et c'est important.
Aujourd'hui, chacun veut vraiment sortir à la télé tout simplement pour tricher, alors qu'on a besoin de... et ça aussi, on l'a vu depuis le 26, hein, ça, il faut dire la vérité. On l'a vu depuis le 26. Hein. Je rappelle à mon frère aussi, Dr Yus Moukela, qui parle des ONG, là, et pour lui dire qu'au ministère de l'Intérieur, je pense qu'il n'y a pas une question qu'on a omis. Hein. Même ce qu'il dit là, en ce qui concerne les expatriés, et le ministère est là en train de mettre ça en place. D'accord. À la place qu'il faut mettre de Niger. Tant qu'il y a un Nigérien qui vaut vraiment la place qu'il faut, qui a les mêmes compétences. On n'accepte pas la compétence d'un expatrié tant qu'il y a un Nigérien. D'accord. Ça a commencé. Hein. Très bien. Ça a commencé. Vraiment, en ce qui concerne les ONG, là, ils n'ont rien laissé. D'accord. Vraiment, ils sont en train de mettre de l'ordre. D'accord. Et ça commence à marcher. Donc, on sent que vraiment les choses sont en train de bouger. On sent que vraiment au Niger aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale. Et même dans les petits villages les plus reculés, on sent que vraiment il y a une prise de conscience. Et c'est ça qui est important. Quand il y a une prise de conscience, je pense que nous allons nous en sortir. Parce que longtemps, les Nigériens n'ont pas cette prise de conscience-là. Nous sommes là, chacun dans son coin. Il faut qu'on sache que quand moi j'ai un frère, il faut que je partage avec l'autre. Et c'est ça qui va vraiment remédier à beaucoup de problèmes que nous. Il faut cette solidarité-là que nos grands-parents, nos aïeux nous ont légués. Aujourd'hui, on a tendance à voir que cette solidarité-là disparaît. Aujourd'hui, si un parent vient de village, il tombe chez vous, on a tendance à le négliger, à le regarder pas. On dit, bon, tu m'as même pas informé, tu viens. Alors qu'avant, les gens viennent comme ça, les grandes villes, sans vous informer, sans machin, et puis on les reçoit, ils sont contents, ils passent le temps, et puis après, toute cette solidarité-là, ça n'existe pas maintenant. Il faut que ça revienne. Tout ça, là, c'est des anciennes pratiques que nous faisons dans notre pays et qui arrivent à nous aider vraiment à nous en sortir dans des problèmes que nous vivons le jour au jour. En ce qui concerne la question sécuritaire, il est très important que la population dénonce. Parce qu'il ne faut pas avoir la peur de dénoncer. Et cette attitude aussi, elle est vraiment pratiquée chez les Nigériens. On a peur que moi je donne ma vie pour sauver les autres. Et dès qu'on voit qu'on a biffé quelqu'un, c'est fini, chacun aussi se replie sur lui-même et dit moi je ne veux pas informer. Donc autant moi je meurs au lieu de tuer plus de 1000. Bien sûr, sauver de vie. Moi j'informe, au moins je sais qu'on va sauver des vies, même si moi je sais que vraiment je vais quitter ce monde-là en héros. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et si vous sauvez une vie, c'est comme si vous avez sauvé le monde entier. Et si vous donnez aussi la possibilité de tuer une personne, c'est comme si vous avez la possibilité de tuer le monde entier. Donc vraiment, il faut qu'on ait cette idée et mentalité pour que vraiment nous aidons nos forces et les FDS pour sauver en tout cas le pays. Il faut qu'on contribue, il faut qu'on assiste. Donc voilà ce que j'ai à dire. Merci, professeur. Oui, M. Alou, est-ce que vous allez répondre rapidement? On va à la dernière question finie. Pour reprendre, effectivement, à l'intention de nos forces de défense et sécurité, il faut que chacun apporte du sien. D'ailleurs, on a envoyé, il y a des petits numéros qu'on a disposés pour l'appel de l'armée, la gendarmerie, la police. Dans ta chambre, au fond, tu peux appeler et puis c'est fini. Le reste, c'est pas ton problème. Les numéros. Bien sûr, parce qu'il y a des numéros. Chaque fois qu'on rappelle, localiser, ils savent. Chaque fois, de la police, la gendarmerie. Tu leur donnes l'information, eux, ils vont aller en tant que professionnels, ils vont analyser, voir. C'est pas automatiquement qu'ils vont aller arrêter la personne. Non, on le suit jusqu'à le prendre la main dans le sac. Bien sûr, nous, au niveau des associations islamiques, c'est la sensibilisation d'abord, la culture de la tolérance. Il faut se comprendre d'abord. C'est pas parce que l'autre est l'autre est amachak et autre. Non. Il faut tolérer le gars et savoir que vous êtes les mêmes. Et que ce qui arrive dans d'autres villages, si vous ne faites pas attention, ça va vous arriver. C'est ensemble que vous allez lutter pour votre village. Et ça, c'est très important. Surtout la résolution des petits conflits. Dans les familles et autres, là, comme la mésentente entre le mari et sa femme, la femme et sa fille et autres, là.
ces petits problèmes-là, quand vous arrivez à les résoudre, vous allez voir que la population sera soudée. Soudée, d'accord. Hein? C'est à partir de ces petits problèmes-là que les choses dégénèrent et ça fait un conflit entre tel machin ethnie avec tel du côté de la famille, de l'autre côté, et ça devient un problème de gestion de conflit, alors qu'on n'en a pas besoin. Nous, c'est la consolidation de la paix qu'on a besoin au niveau du Niger. Donc, au niveau de l'administration, le frère l'a déjà tout dit, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont avancé. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Ouais. Et pour finir, quel sera votre message en direction de vos fidèles musulmans à l'occasion de ce mois de Ramadan? On ne va pas quand même oublier, parce qu'on est en plein mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois sacré, un mois qui est très différent des autres mois. D'accord. Où le musulman, où les gens d'une manière générale, tous ceux qui jeûnent, sont en contact direct avec leur Dieu. D'accord. Donc nous leur demandons vraiment d'être attentifs et de prier pour ce Niger-là. D'accord. Les grandes lignes soulignées par le président de la République, il faut qu'on prie pour la réalisation de ces grandes lignes. D'accord. Au bonheur de la population du Niger. Et continuer donc la sensibilisation et pour une comment on appelle une cohésion sociale et pour une paix durable et une sécurité permanente donc, au Niger. Notre obligation, les leaders religieux, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Nous qui sommes en contact direct avec tout le monde, au moins 5 fois par jour. Par jour, oui. Les rencontres de vendredi, nous avons donc cette obligation vraiment de continuer la sensibilisation et d'expliquer aux populations ce que le président de la République a dit. De développer donc ces lignes-là. On les développe dans les prêches, on les développe dans les prières, etc., afin que la population puisse comprendre la réalité, que vraiment c'est pour nous et c'est pour la cohésion sociale. Voilà donc c'est ce que j'exhorte les leaders musulmans. Qu'Allah protège le Niger et les Nigériens et qu'Allah soit à côté de nous. Amin. Assalamu alaikum. Merci, docteur. Oui, Imam Mansour, quel sera votre message en direction des fidèles musulmans à l'occasion de ce mois de Ramadan? Oui, merci bien, Djemogo. En tout cas, après avoir parcouru tous les aspects liés à cette interview, à cette grande interview, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, en tout cas, ce cri de cœur que j'ai à l'endroit des Nigériens et surtout à l'endroit des fidèles musulmans, de prier. De prier. Nous sommes dans un mois de pardon, nous sommes dans un mois de miséricorde, nous sommes dans un mois où Dieu a franchi ses serviteurs de l'enfer. Et nous devrons donc mettre à profit ce mois béni pour prier pour la paix et la stabilité pour ce pays. Prier également pour nos FDS, pour le président de la République, les membres du gouvernement et tout le Niger. Parce que c'est le seul Niger, c'est le Niger qui nous appartient à tous. Et en tant que musulmans, nous devons en tout cas nous engager pour cela. Et l'autre point également, j'aimerais attirer l'attention de nos concitoyens par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous avez parlé de cohésion sociale, des rumeurs, etc. Ah oui, bien sûr. Hein. Alors, les rumeurs qui prennent souvent le pas sur la vérité. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran إن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, il dit: oh vous gens, les croyants, prenez garde, faites attention. Si un homme dépravé vous amène une information, vérifiez-la. Assurez-vous de la crédibilité de cette information. Ne vous jetez pas vite en besogne. Et sinon, vous allez léser des gens
et vous allez avoir des remords, des regrets oui, qui ne serviront à rien. Bien sûr. Et en ce sens, quand ce verset a été révélé, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. Et je pense que ça allait encore plus Oui, bien sûr. à l'ère des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux constituent malheureusement, en tout cas, un point de discorde qui crée la division, qui sème en tout cas la zizanie au sein de nos populations. On a vu. Donc, le musulman, chacun en ce qui le concerne, il est responsable de l'usage qu'il doit faire. Allah subhanahu, nous sommes tous comptables de ce que nous allons accomplir, de ce que nous allons dire dans les réseaux sociaux. Parce que les gens pensent qu'ils sont, ils ne sont pas inquiétés, ils peuvent distiller tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux sans être inquiets. Et je pense que l'État a les moyens quand même de limiter en fait ce dérapage-là. Certains malheureusement de nos concitoyens qui se retrouvent à l'extérieur du pays et qui essayent de mettre de l'huile sur le feu, comme on dit, en appelant les gens à se soulever alors qu'on est en pleine construction, alors que les gens qui sont sur le terrain constatent de visu ce qui est en train d'être accompli. Et même à démoraliser les FDS. Exactement. On doit communiquer là-dessus pour que les gens sachent que nos FDS sont en train de travailler sur le terrain. Et que nos prières, Inch'Allah, vont les accompagner. Donc, je finirai en tout cas par formuler en tout cas une prière à l'endroit du Niger, des pays de l'AES. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur nous, veille sur nos chefs d'État, veille sur nos populations, veille sur les FDS. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas à cause de ce mois béni de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à tous nos FDS qui sont tombés, à tous les civils qui sont tombés dans cette guerre injuste qui nous a été imposée. Voilà ce que j'ai à dire. Assalamu alaikum. Merci Imam Mansour. Oui, professeur Moustapha, quel sera votre message, vous, en direction des fidèles musulmans? Mon dernier message en direction en tout cas des fidèles musulmans, dans ce mois béni de Ramadan, la première des choses, c'est appeler les gens à la solidarité. C'est un mois de solidarité. Et nous voyons tout à l'heure, nous avons parlé des ONG, par exemple, qui viennent amener des aides humanitaires dans notre... Alors qu'il y a des gens qui sont capables, qui ont les moyens d'aider leurs frères. Pourquoi attendre jusqu'à ce qu'à l'extérieur, alors qu'ici même, on peut organiser. Mais bien sûr, ça on est d'accord. Pourquoi il n'y a pas cette solidarité-là? Pour une cause, par exemple, je ne sais pas, 2 kilos de riz ou 1 kilo de sucre avec 1 litre d'huile. Et on prend les photos des gens. Les gens, alors qu'il y a des gens qui sont des grands commerçants qui ont les moyens, qui peuvent faire mieux que ce qu'on nous amène de l'extérieur. C'est très important d'être de cette solidarité-là. Nous voyons dans les pays musulmans, quand vous partez par exemple en Arabie Saoudite, vous voyez pendant ces mois-là bénis, chacun veut vraiment inviter quelqu'un à manger. Alors que nous, chez nous, quand tu as ta tasse là sur la table, dès qu'on dit assalamu alaikum, là, tu cherches à cacher ça. Il n'y a pas de solidarité. En toute sincérité. Donc, vraiment, j'appelle les fidèles à cette solidarité. C'est très important, la solidarité pendant le mois de Ramadan. Et la deuxième chose, Imam Mansour en a parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont 2 caractères. Il y a le côté négatif comme il y a le côté positif. Moi, je crois qu'ici au Niger, les leaders religieux n'ont pas saisi ce côté positif de la chose. Nous voyons par exemple au Nigeria comment les leaders religieux sortent pour édifier les gens sur des questions vraiment sociales, sur les réseaux sociaux. Il y a pas, pratiquement on ne voit pas les prédicateurs nigériens sur les réseaux sociaux. Quand il y a des choses, par exemple les gens sortent, ils dénigrent le pays, les leaders doivent sortir, doivent réagir, doivent sortir, expliquer, parce que leur voix s'apporte. Un peu pour contrecarrer tous ces problèmes-là. On a assez vraiment de problèmes. Donc, au lieu de saisir ce côté positif de la chose, vraiment les leaders religieux au Niger sont vraiment complètement effacés. Il n'y a pas ça. Donc, vraiment, j'appelle les leaders religieux à se mobiliser vraiment sur le réseau social, à édifier les gens sur des questions qui traitent vraiment de la nation. Parce que c'est très important, la nation, là, ça nous appartient tous. Si elle est gâtée, nous tous, on va perdre. Donc vraiment, c'est important
La dernière chose que je veux dire, c'est pour formuler aussi des prières pour notre cher pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le Niger, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos dirigeants sur le droit chemin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide tous les Nigériens pour qu'on écoute nos dirigeants et qu'on le suive. Si Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés, c'est parce que nous sommes des fidèles, des bons fidèles. Allah nous choisit les dirigeants en fonction de notre comportement. Et il y a un hadith qui le dit. Si aujourd'hui nous voyons le chef de l'État lui-même qui dit qu'il le fait par la voie pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que si il ne fait pas quelque chose de bon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là et c'est lui le juge. Et moi je crois qu'en ce sens nous devons tous vraiment donner notre confiance sur nos dirigeants, parce que nous savons qu'aujourd'hui ils font ça pour le bien du Niger. Et qu'ils le font pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que on sent que ils font ça pour chercher la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend sa clémence et sa miséricorde dans notre cher pays et dans la ES en entier, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos prières pendant ces mois, et pendant ces mois bénis, que chacun doit de son côté vraiment prier pour le pays. Ceux qui peuvent le faire en groupe dans les mosquées le font. Ceux qui font aussi leur prière à la maison seuls doivent aussi prier, et il ne faut pas que les gens oublient cela. C'est très important qu'on soit individuel ou en groupe. Merci, professeur Moustapha. Merci. Monsieur Alou, on finit avec vous. Quel sera votre message, vous? Mon message, c'est qu'effectivement, les leaders religieux doivent également attirer l'attention des gens. C'est déjà dans la ligne, ils ont déjà commencé. On a vu la fédération qui a appelé les commerçants à chercher à limiter les prix, que ce soit abordable. Il ne s'agit pas que le produit soit disponible, il faut qu'il soit abordable pour que ça soit à la disposition de l'homme de la rue, ou surtout de la ménagère. Et il y a également sur ce côté, là également, nous au niveau du CEDIR national, on cherche toujours à rappeler les gens pourquoi, voilà, sur les recommandations même de l'État. C'est-à-dire que quand il y a une mesures prises par le gouvernement, il faut que les leaders religieux aussi s'approprient pour donner la bonne explication, le bon texte qui est là à la disposition, à l'endroit de la population. Ce que dit le chef de l'État dans ses messages, il faut que ça soit rapporté à la population, et ça les leaders religieux doivent le faire, ils peuvent le faire, et avec eux, on peut accepter même, c'est ça la déclaration. On peut même intituler la déclaration du chef de l'État, en forçant, en haussa, en gelma, en peul, tout ça, expliquer de A à Z aux populations pour qu'ils puissent comprendre que vraiment, à l'heure actuelle, la refondation, c'est pour tout le monde. On ne laisse personne au derrière, il faut que tout le monde compte. Chacun doit s'atteler, chacun doit apporter sa contribution. Et, comme on est dans le mois de Carême, je souhaite également un bon Carême à tout un chacun, qu'Allah nous accorde ses bienfaits et autres, et qu'il protège nos dirigeants. D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur Alou, vraiment pour votre contribution à ce débat. Monsieur professeur Moustapha, merci aussi vraiment pour votre contribution. Docteur Issou, merci pour votre contribution. Imam Mansour, merci aussi vraiment pour votre contribution. Vous avez beaucoup insisté, vous avez décortiqué la grande interview du chef de l'État. Donc vous avez tous suivi et vous avez rappelé certains points qu'il a développés, tels que l'histoire du Niger, parce qu'on ne peut pas construire un pays sans connaître son histoire, sans connaître sa pays. Et vous l'avez dit, le président connaît aussi bien l'histoire de son pays que l'histoire dans la sous-région. Et ça fait plaisir, en tout cas, comme vous l'avez dit, d'avoir ce monsieur à la tête de ce pays. Vous l'avez tous rappelé. Le travail aussi, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans travailler. Vous avez beaucoup insisté sur ce travail, que tout un chacun doit apporter sa contribution, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit commerçant, qu'on soit étudiant et qu'on soit même simple citoyen. Les gens doivent travailler pour sortir le pays vraiment de la situation de laquelle c'est très important. D'autres points sur la rumeur, on est d'accord, parce que malheureusement aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est cette rumeur qui tue ce que nous sommes en train de faire. Les gens, ils sont sur leur portable, ils se contentent des informations véhiculées, on ne sait pas d'où,
et ils font de ça une vérité et ils partagent cette information et qui nuit malheureusement à ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que, comme vous l'avez dit, les autorités ont le devoir de pouvoir prendre des mesures pour pouvoir au moins réglementer cette situation. Même s'il y a des bienfaits comme l'autre professeur Moussa a dit des réseaux sociaux que les marabouts, les leaders doivent utiliser aussi pour sensibiliser. Parce que comme il a dit, on a vu au Nigeria, comment ils sortent en nombre dès qu'il y a une situation pour expliquer. Et je pense qu'on peut faire la même chose ici. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites à la tête de vos différentes associations. Et on va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres émissions du Grand Débat. Excellente soirée à tous. Au revoir.